Vous perdez encore du temps sur Excel? Eh bien, aujourd'hui, j'ai sélectionné 25 fonctionnalités d'Excel que j'ai données à Nicolas et à Célestin, deux de nos formateurs Excel qui vont devoir les classer, de la plus utile à la moins utile. Et on va découvrir qu'il y a quelques surprises. Alors, Power Query, VBA, Recherche X, Agrégats, vous allez tout savoir aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin pour avoir le classement complet. Allez, je laisse Nicolas et Célestin et je vous dis à très vite. Et merci Sacha pour l'introduction, magnifique comme d'habitude. Je suis Nicolas et je me retrouve avec Célestin, comme tu le disais. Célestin, comment ça va? Est-ce que tu es chaud pour faire cette vidéo? Bah écoute, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Moi ça va, je suis très chaud de faire ça parce que je pense que c'est vraiment une vidéo qui va permettre de créer du débat et surtout conforter peut-être ceux qui vont nous écouter sur les choix qu'on peut faire. Donc je te laisse expliquer un petit peu ce qu'est la tier list, comment ça fonctionne. Ouais, ça marche. Ben, pour tous ceux qui nous regardent, en fait, la tier list, ça va être un classement des différentes fonctions, fonctionnalités, des différents concepts d'Excel pour les juger du plus utile au moins utile. Ça va vous permettre d'appliquer et d'utiliser ensuite les bonnes pratiques. C'est un premier jet. On pourra en faire plusieurs à l'avenir si le format vous plaît. Et on va tout de suite commencer, et plutôt assez fort déjà, avec la fonction recherche V. Alors, pour vous expliquer un peu le déroulement, on va expliquer rapidement ce qu'est une notion et ensuite on va débattre avec Célestin autour du classement de cette notion. Donc, Célestin, est-ce que tu peux nous parler de la fonction recherche V? Alors effectivement, on commence assez fort. La recherche V, tout simplement pour vulgariser, on a deux bases. On va vouloir rapatrier de la donnée d'une base à une autre. Et tout simplement, on va venir faire ça avec un lien unique qui va les lier. Et puis on va venir rapatrier de la donnée. Recherche V, c'est selon moi quelque chose qui aujourd'hui est bien. Enfin, ça a longtemps existé, mais je pense qu'aujourd'hui c'est vachement obsolète. Alors je sais pas si toi, ce que tu en penses de cette recherche V, est-ce que tu l'utilises de ton côté? Ouais, en fait, pour moi, il n'y a qu'un seul cas où on peut l'utiliser, c'est quand la version d'Excel n'est pas encore à jour. C'est quand la fonction recherche X, en fait, n'est pas disponible. Et dans ce cas-là, on se doit d'utiliser recherche V pour pas que la formule renvoie une erreur. Mais je te rejoins sur le point que c'est plus un casse-tête, hein, comme c'est indiqué ici dans le classement. Ouais. Est-ce que pour toi, tu la mettrais dans casse-tête ou peut-être dans une autre catégorie? J'hésitais entre deux catégories, entre casse-tête et à bannir. Alors, Ok, pourquoi pas à bannir? Parce que comme tu l'as dit très bien, ok. ça va dépendre de la version. Et j'ai aussi eu des cas où certaines personnes vont être plus à l'aise avec la recherche V qu'ils connaissent déjà, alors que la recherche X est beaucoup plus simple, Ouais, beaucoup plus optimisée. Recherche V, sans trop rentrer dans les détails, va donner beaucoup de contraintes dans les arguments qu'on va lui mettre. Donc personnellement, je te suis un peu là-dessus. Je le mettrais dans casse-tête. Ça ok. devient très difficile à l'apprendre en fait. On Donc, est, on sachant est, qu'il y a des outils qui sont beaucoup mieux. ouais. Bah, on est d'accord, je pense, tous les deux. Pour résumer, en gros, utiliser recherche X à la place de recherche V. À tous les égards, recherche X dépasse recherche V, sauf si vous utilisez une version un peu ancienne du logiciel ou si vos collaborateurs utilisent toujours une version ancienne du logiciel. Donc voilà. On peut passer à 6 points conditions. Alors, pour expliquer 6 points conditions, en fait, elle peut être utile pour remplacer par exemple toutes les fonctions si imbriquées. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas de valeur s'il faut. De toute façon, si vous voulez aller plus loin pour chaque notion, les découvrir, on a tourné des vidéos dessus, donc je vous invite à aller les voir directement. Célestin, qu'est-ce que tu penses de 6 points conditions? Pour être honnête, moi, je connais et tu l'as très bien défini. Je ne l'utilise pas parce que je suis un adepte des si Ok, imbriqués. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise beaucoup les retours à la ligne dans mes formules et j'arrive mieux à m'y repérer et j'ai besoin souvent du s'il faut. J'ai pas envie de me le retirer personnellement. Donc ça reste néanmoins une très bonne fonction que je n'utilise pas personnellement, mais ça veut pas dire que c'est pas bien de l'utiliser. J'ai juste d'autres méthodes de boulot, mais ok, personnellement, je la classerais plutôt dans sympa. Je dirais que c'est sympa. Je dirais pas que c'est indispensable comme formule parce qu'il y a d'autres manières de faire qui ok. sont tout aussi bien.
personnellement, je la classerais dans sympa. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Ouais, bah de mon côté, déjà, il faut rappeler que si Point Condition, elle n'est pas disponible dans toutes les versions non plus du logiciel, un petit peu plus, mais c'est pas le cas, donc c'est ce qui est aussi un petit peu une limite quand on l'utilise. Et par contre, je trouve qu'elle est quand même, elle permet de comprendre un peu l'automatisation sur Excel, surtout quand on est débutant, quand on a des problèmes en fait avec la fonction si, qu'on va mettre plein de si d'affilée. Quand on dit plutôt, bah, mettez une condition, une valeur si vraie, une condition, une valeur si vraie. En fait, c'est plus accessible pour ceux qui ont du mal avec la fonction si. C'est pour ça que moi, je la classerais plutôt peut-être dans indispensable. C'est sympa, mais je dirais que c'est quand même indispensable de le voir en formation pour voir justement ce qui est possible de faire avec 6 points conditions et si c'est plus accessible. Mais comme tu le dis, il y en a qui préfèrent les fonctions si parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser plein de fonctions si d'affilée. Puis il y a le sinon qui est très pratique. Mais il y en a qui préfèrent vraiment de mettre toutes les conditions et de mieux se repérer, en tout cas dans la formule. Je sais pas D'accord. ce que tu en penses. Bah, j'ajoute juste une dernière chose où c'est vrai qu'effectivement, pour quelqu'un qui va être plus débutant et qui va découvrir les fonctions de si imbriqué et qui a là ce besoin, d'ailleurs besoin qui est souvent recherché et demandé par retour d'expérience, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple à apprendre parce que il y a une notion qui est hyper compliquée dans les si imbriqués et c'est là où les gens en fait n'arrivent pas, c'est les parenthèses. Là où Hmm. fermer les parenthèses des si, parce que forcément, dès qu'on ouvre une fonction, c'est une parenthèse ouvrante, une parenthèse fermante. Et les si imbriqués, Ouais. ben, on va imbriquer plein de si et en fait, on va jamais fermer les parenthèses tout de suite. Ce sera toujours soit à la fin, soit à certains moments de la formule et Hmm. c'est ça où les gens se perdent le plus. Et du coup, le si condition, on n'a que deux parenthèses, parce que tous les en fait, l'imbriqué deviennent des arguments, comme le disait Nicolas. Donc, effectivement, je change un petit peu mon point de vue. Je mettrais indispensable parce que d'un point de vue, effectivement, apprentissage, ok, indispensable, ça me va très bien. Ok, bon bah super. Mais c'est une fonctionnalité très sympa aussi, hein. Euh, c'est pas condition. Bah, comme tu as expliqué la recherche V si bien, je te laisse expliquer du coup la recherche X, même si on en a déjà parlé. Je On pense en qu'il n'y a a pas trop déjà de débat, parlé, mais on c'est l'a évoqué. De pour toute l'expliquer. façon, quand on va nous parler de recherche V, tout de suite, on va avoir des warnings dans la tête en disant utilisez la recherche X si vous avez la possibilité, comme on le disait, selon la version. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que la recherche X va faire exactement la même chose que la recherche V. Il n'y a pas de différence. Autant sur d'autres fonctions, il peut y avoir des petites différences, des petites subtilités. Là, il n'y en a aucune. Ça fait exactement le même travail. La seule différence, c'est que le recherche X va vous retirer une énorme barrière, deux barrières que vous impose la recherche V. La première, c'est que la recherche V ne lit que de gauche à droite, sans rentrer dans les Hmm. détails. La recherche X lit dans tous les sens, peut aller de gauche, aussi bien à gauche, aussi bien à droite. Et également, la recherche V demande un argument où en fait on ne peut pas mettre de. On pourrait, mais c'est très compliqué. En fait, on doit donner une référence de colonne. Et cette référence-là n'est pas évolutive. Donc dès que vous insérez une colonne ou d'autres choses, en fait, votre formule peut ne plus fonctionner. Contrairement à la recherche X qui fait sauter cet argument-là et le fait automatiquement. Ce qui fait qu'en fait, la recherche X fait exactement la même chose que la recherche V et beaucoup plus optimisée. J'en parle Hmm. beaucoup, mais en même temps, je prône cette fonction-là. Je dirais que c'est vraiment entre indispensable ou magique, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. Ah, déjà, j'ajoute le fait que, alors tu disais que la colonne ne pouvait pas bouger. Enfin, t'as nuancé, hein, mais c'est juste pour le dire à ceux qui nous regardent. On peut utiliser par exemple équive ou équive X pour automatiser, disons, la position, mais c'est tellement compliqué. C'est vraiment un on retrouve véritable dans le casse-tête casse-tête. dans Je la pensais qu'elle recherche est dans le V. casse-tête. Ouais, c'est pour ça qu'on l'avait mise dans casse-tête. Et recherche X aussi, ça a une autre spécificité. Enfin, recherche V plutôt, c'est un autre problème. C'est que si vous faites une recherche approximative, vos données, elles doivent absolument être triées par ordre croissant. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors que recherche X, c'est top. Vous pouvez aussi faire des correspondances approximatives, donc en recherchant une correspondance exacte où l'élément inférieur suivant, l'élément supérieur suivant, etc. Enfin, ça dépasse recherche V à tous les égards, mais encore une fois, il faut travailler sur la dernière version du logiciel pour l'utiliser. Donc, on est d'accord qu'on la met dans Magic, et dans 10 Ouais, ans, on serait dans très Magic, heureux. j'ai même encore Ouais, autre chose à te dire sur dis-moi. la recherche X. Pour encore enfoncer la recherche V dans sa case casse-tête, c'est que si demain votre recherche V ne trouve pas de référence, il va vous renvoyer une erreur, hashtag ENA. Et ça, c'est hyper perturbant. En fait, on va devoir encore une fois mettre une autre formule, un si erreur au début, pour dire ce qu'on veut renvoyer si on a Hmm. l'erreur, justement, et si on ne trouve pas la formule. Ouais, en plus. Bah, dans recherche X, vous avez un argument facultatif qui vous permet de venir tout simplement dire s'il ne trouve pas
la valeur, qu'est-ce que vous voulez renvoyer? Et ça, c'est directement un argument dans Recherche X. À tous les égards, en fait, il vous permet de vraiment vous simplifier la vie. Et allez, moi, je le mettrais dans A+, magique. Ok, bon, on est d'accord pour cette fonction. Je pense que ça fait pas trop débat. Je te laisse continuer sur ta lancée. En tout cas, je reviens juste rapidement sur Recherche X. On espère du coup que dans 10 ans, tous les fichiers Excel seront avec Recherche X. En tout cas, utilisez dès maintenant les bonnes pratiques, hein. Ce serait sympa. Du coup, je te laisse continuer Prochaine. avec SumProd pour l'explication. Ok. Alors, SumProd. SumProd, quand vous avez on va prendre un exemple très simple, un prix, une quantité, et vous voulez faire le prix fois la quantité et ensuite faire la somme de tout, bah, tout simplement SumProd, il va faire la somme de tous les produits, d'où son nom. De toute manière, je vais pas trop m'attarder dessus puisqu'il y a bientôt une vidéo qui arrive sur son sujet, Ah. qui va tout vous expliquer, qui va vous montrer qu'on peut également mettre des conditions dedans. En tout cas, le SumProd, pour résumer, il va faire le produit de plusieurs lignes selon ce que vous lui donnez comme argument et il va en faire la somme. Donc, c'est une fonction qui est, selon moi, hyper utile. Il faut avoir comment dire, le cas pour l'utiliser. Je sais que beaucoup vont aimer aussi faire le calcul en 2 fois. Finalement, en fait, ce SumProd va vous permettre d'aller un tout petit peu plus vite et de vous éviter des étapes, on va dire, intermédiaires pour vos calculs. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette fonction, toi, Nicolas. Ouais, bah en plus, c'est une fonction matricielle, alors ça permet justement de rajouter des conditions dans le calcul en combinant des conditions à l'intérieur. Donc c'est vraiment très sympa, même si c'est un petit peu difficile à utiliser en termes de fonction matricielle pour les débutants. C'est pas facile à faire, mais ça reste quand même une fonction incontournable. Donc toi, tu la placerais où, Célestin? J'hésite entre A et B parce que comme tu l'as dit, je trouve que c'est une fonction qui est pas Ouais. évidente. Encore, sur quelqu'un qui va débuter, lui apprendre des fonctions comme somme, somme.si, etc. Je trouve que ça va être vachement accessible. Le SumProd, je trouve qu'on est à un niveau légèrement au-dessus. C'est pas insurmontable. Encore une fois, je vous invite vraiment à rester branché sur la vidéo qui arrive parce que j'ai essayé de vachement vulgariser la fonction SumProd pour que vous puissiez vraiment la comprendre de A à Z et mettre des arguments dedans de conditions. J'hésite entre A et B, entre sympa et indispensable. Hmm. Euh, je Ouais. ne la pense pas indispensable parce qu'on peut faire Hmm. autrement. Je la mettrais plutôt dans sympa de mon côté. Je suis un peu d'accord avec toi, même si en fait l'utiliser de manière très simple pour faire l'addition de plusieurs multiplications, c'est facile, on sélectionne deux matrices, c'est facile. Mais si derrière on veut aller un peu plus loin en utilisant les matrices, si vous êtes débutant intermédiaire, c'est pas une priorité à apprendre. Donc pareil que toi, je la mettrai dans sympa, en vrai. Bon, pour l'instant on est Ouais, d'accord, donc ouais, écoute, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, juste peut-être sur le cycle en condition, mais je t'ai rejoint sur ton argument. Mais non, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je te laisse enchaîner avec texte.avant, ouais, peut-être? merci. Alors, texte point avant, en fait, c'est aussi une nouvelle fonction du logiciel. Alors, je sais pas si vous utilisiez auparavant la fonction gauche avec trouve ou bien son contraire, la fonction droite avec trouve ou texte point, pardon, la fonction droite avec trouve et nbcar. Mais en tout cas, texte point avant, ça vous fait oublier tout ça pour extraire le texte avant un certain caractère. C'est-à-dire que vous avez un nom et un prénom avec un espace entre les deux, vous pouvez extraire le nom de manière très simple avec texte point avant. Pour moi, c'est une fonction vraiment magique parce que ça permet de gagner un temps fou et c'est tellement plus simple que gauche trouve et droite trouve MBK, etc. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que c'est magique. Alors, oui, j'hésite entre magique et indispensable. Alors, effectivement, comme tu l'as dit, on s'évite tous les l'imbrication de formules, comme tu l'as si bien dit, avec gauche, etc. Je trouve que c'est magique si on est sur une colonne avec du nom, prénom, avec un espace entre deux. On est sur quelque chose de magique parce qu'on s'évite tout ça. Si on arrive sur comment dire, des colonnes avec plusieurs mots, pour extraire, on va devoir quand même imbriquer Hmm. une seconde fois la formule. Alors peut-être que s'il y avait un argument qui dit je compte admettons, je cherche l'espace et je prends le deuxième espace qu'il trouve, Ouais. là, je dirais que on accède à la catégorie magique. C'était le troisième Néanmoins, argument justement de texte point avant quand peut-être que tu l'utilisais pas beaucoup en tout cas de ton côté, mais c'est bien le troisième non, argument où qu'on peut extraire par exemple avant le troisième espace. Mais par contre, là où tu dis que c'est indispensable, c'est intéressant parce qu'il y a aussi Power Query qui permet de faire exactement la même chose et en beaucoup plus simple, en fait, de splitter du texte. C'est pour ça que
Je te rejoins, pas pour les mêmes raisons, mais peut-être sur le côté indispensable en disant qu'il y a un autre outil vraiment peut-être plus simple à implémenter, sauf si on veut faire un one-shot avec une fonction. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a plein de manières en fait de faire. Ouais, ouais. Oui, il y a Power Query, il y a également l'option convertir dans Excel. Il y a pas Ouais, mal de choses. Là, l'avantage, c'est que quand on convertit, on va s'insérer des colonnes, etc. Si on veut juste créer parce qu'on insère des colonnes là où on veut convertir, ouais. le texte.avant, ça permet de le faire directement à l'endroit ciblé dans une base de données. Donc, avec tous les moments que j'ai passé à faire du Trouve, du NBK, du STXT, etc., je le mettrais peut-être quand même dans Magique, hein. Ouais. On va le laisser dans Magic et puis on verra de toute façon, on peut revenir sur nos choix un petit peu plus tard, hein. Pas de souci par rapport à ça. Écoute, on va enchaîner avec index équive X. En gros, index équive X, euh, avant, on utilisait beaucoup index équive pour justement pallier toutes les limites que pouvait rencontrer recherche V. Aujourd'hui, on l'utilise un petit peu moins, mais elle est encore utile dans un cas précis, c'est quand on a un tableau à double entrée. Par exemple, dans une colonne, on a tous les clients et sur la ligne des en-têtes, on a tous les mois avec leur chiffre d'affaires. En fait, pour croiser le numéro d'une ligne avec le numéro d'une colonne, on doit encore utiliser index équive X. C'est pour ça que ce n'est pas indispensable pour moi, mais c'est toujours bien de le savoir. C'est plutôt sympa quand on a un tableau à double entrée, même si ça arrive peu souvent dans la pratique. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense que, pour être totalement transparent, je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Je pense au tableau croisé dynamique, euh, qui peut agréger. Alors, je, c'est un peu une fonction où je pense que c'est casse-tête à mettre en place, à comprendre. C'est pas forcément facile d'accès pour des débutants. Je sais pas si toi, ton ressenti par rapport à ça, mais peut-être que je le mettrais entre catégorie B et C, cette Ouais. fonction-là. Moi, je Je pense l'imagine pas que bien ce soit un dans. indispensable, en fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, je l'imagine bien dans casse-tête parce que ça peut être utile alors à moins que j'en vois pas un autre, mais je pense pas que dans un seul cas, comme je l'ai dit, avec un tableau à double entrée pour renvoyer vraiment la donnée qu'on veut. Par exemple, quand vous travaillez en logistique, si vous avez des poids de colis et des pays de livraison dans les lignes, ça peut être sympa. Mais ça va pas plus loin que ça, c'est vraiment ce cas précis. C'est pour ça que moi, je la mettrais dans casse-tête. Euh, Comme tu l'as dit, alors ça peut être sympa, mais comme on l'utilise que dans très peu de cas, c'est vraiment pas une fonction sur laquelle vous devez intervenir. Ah, Bah, enfin, c'est pas une priorité en termes ouais, d'apprentissage. Optimiser votre temps, ça vous permet vraiment de cibler vos besoins. De toute façon, on dit toujours que Excel, ça regorge de fonctionnalités qui sont vachement sympas. Et en plus de ça, il n'y a jamais une bonne manière de faire. Il y a toujours plusieurs ouais, manières de faire. Plus ou moins optimisées, on s'entend là-dessus. Et prenez d'abord ce dont vous avez besoin. Et là, c'est un cas qui est tellement rare que c'est pas une priorité. Honnêtement, c'est pas une priorité. Et ne l'utilisant pas quotidiennement et quasiment jamais, Nicolas dira un peu plus sera un petit peu plus adepte à dire si vraiment dans quelle catégorie la mettre, mais en tout cas, je la mettrai entre B et C de mon côté. ok. Bon, on peut la laisser pour l'instant dans casse-tête et puis on pourra revoir à la fin si on est d'accord avec toute la tier list. Si tu as remarqué, il n'y a toujours pas de fonction à bannir, hein. Non, mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. J'en vois une arriver personnellement, mais on verra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la prochaine fonction avec la fonction filtre? Ok, filtre, tout simplement, comme son nom l'indique, on peut pas faire, pas faire mieux que ça va venir filtrer des données. Et en fait, c'est une fonction qu'on va venir ajouter, imbriquer à d'autres formules. Je sais pas si toi, tu l'utilises souvent, cette formule-là, Nicolas. Ouais, je l'utilise. Alors, comment dire? Je l'utilise souvent quand on travaille pas en termes de tableau structuré. Parce que le problème, c'est que la fonction filtre, elle renvoie c'est une formule propagée, donc elle renvoie une plage dynamique. Et on ne peut pas Mhm. l'utiliser dans un maître sous forme de tableau, donc dans un tableau structuré. C'est un peu ce qui est embêtant, mais ce qui est normal aussi. Par contre, la fonction filtre, elle sert réellement, par exemple, à construire des tableaux de bord avec une liste de dossiers à relancer, une liste de dossiers à facturer, et elle sert vraiment pour plein d'autres choses. On peut éventuellement utiliser filtre pour remplacer la fonction somme.6, somme.6.11, plutôt somme.6.11, du coup, on y reviendra après, et toutes ces fonctions-là. Mais ça reste quand même assez complexe à utiliser quand on est débutant. Je dirais en fait, je la situe plutôt entre sympa et indispensable.
Parce que pour moi, c'est vraiment quand même une fonction incontournable du logiciel, Pour mais les qui n'est nouvelles versions, pas... oui. Je pense que c'est vraiment Ouais, quelque chose qui peut amener du dynamisme en fait à l'Excel. De toute manière, de manière générale, toutes les fonctions dynamiques, je pense également à la fonction unique. En fait, je trouve ouais. que ce sont vraiment des fonctions qui sont superbes. Il faut faire attention, comme tu disais, de où on les place, parce que qui dit dynamique dit elles vont vivre dans votre fichier Excel. Donc, les utiliser, attention, ne jamais mettre de choses en dessous parce que s'il y a conflit, Excel vous enverra un petit message pour vous dire bah, est-ce qu'on écrase ou pas vos données? C'est pas forcément ce qu'on veut. Donc attention à ça, mais tout ce qui va être fonction dynamique, moi je les trouve top, je Ouais. les trouve vraiment Après, bien. Donc oui, quand je vois qu'on a mis SumProd dans sympa, je la situerais plutôt filtre entre magique et indispensable. Plus dans indispensable, mais à voir. Je sais pas ce que tu en penses. euh, je dirais pas qu'elle est magique, personnellement. Je dirais qu'elle est indispensable quand même parce que je trouve que c'est vraiment une Mhm. bonne fonction. Après, on peut toujours faire à peu près à la moitié comment dire, des notions pour revenir un peu sur nos Ouais, choix, vérifier un petit peu le tableau et dire si on réadapte ou pas. ouais, Mais je te bien sûr. propose qu'on la mette dans indispensable. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ben let's go. On la met Allez. dans indispensable, c'est parti. Alors pour la prochaine fonction, la fonction agrégat, c'est vraiment aussi une fonction que j'adore sur le logiciel Excel. En fait, elle vous permet d'additionner des nombres en ignorant les lignes qui sont masquées, par exemple. Ça permet de faire plein de choses, mais c'est euh, la chose la plus utile quand on utilise agrégat. Par exemple, quand vous allez faire un mettre sous forme de tableau avec des segments, si vous voulez aller voir nos bonnes pratiques, on a fait une vidéo dessus. Je vous garantis, ça va vous apporter une forte valeur ajoutée. Et vous mettez par exemple la fonction somme pour faire la somme par exemple de la masse salariale, par exemple, si vous avez une base de données des salariés. Et par contre, si vous voulez avoir un indicateur vraiment qui se calcule de manière dynamique en fonction des segments, des filtres que vous appliquez, la fonction agrégat, elle est vraiment indispensable et elle est ultra utile dans ces cas-là, donc notamment pour construire vos tableaux de bord. Moi, je la mettrais vraiment dans Magic, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais essayer d'être optimiste. Agrégat, je ne l'utilise pas parce que je ne l'aime pas, mais ça ne Ok, veut pas dire qu'elle n'est pas bien. Attention, agrégat, je la trouve super bah, déjà pour tous les arguments que tu as donnés. Et également, effectivement, dans les tableaux de bord, en construisant, parce que du coup, forcément, tu as ton numéro qui te permet d'avoir le calcul que tu veux faire. Tu peux un petit peu mettre ça en forme dans ton tableau de bord pour dire de pouvoir switcher très facilement. Et du coup, bah, tes plages de données restent les mêmes. Ça t'évite de toujours tu peux même recopier finalement toujours la même formule si tu veux faire plusieurs calculs et venir juste changer le numéro. Il y a plein d'autres choses à faire dessus, plein d'avantages. Donc, je la mettrai également dans Magique. ok, De mais mon toi, par côté, contre, tu par contre, l'utilises pas beaucoup au quotidien. non, je ne l'utilise pas du tout. Alors, pas parce que, alors encore une fois, pas parce qu'elle est pas bien, parce que j'ai en fait, je ne fais quasiment plus de formules dans Excel. Je ne passe que par des outils comme Power Pivot, Power Query, par la VBA, par les tableaux croisés dynamiques. Et en fait, bah, tout ça, ça demande, il n'y a même plus besoin de formules. C'est Donc vrai, ça. forcément, tout ce qui l'agrégat, je vais pas l'utiliser. Et si j'ai besoin de me faire une formule, si j'ai besoin de me faire une somme, je vais souvent passer par la somme. Hmm. Et donc agrégat, je ne l'utilise pas naturellement. Mais néanmoins, c'est une très très bonne fonction et je la mettrai dans A plus Ok. magique de mon côté. Bon, après, tu soulèves un point qui est intéressant, c'est que c'est une autre manière d'utiliser Excel dans ce que tu fais pour les niveaux qui sont un petit peu plus avancés. Donc, tu soulèves un point quand même intéressant. Mais Voilà. quelqu'un, alors honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais la cible d'agrégat, ça va être la personne qui a des bonnes connaissances dans le logiciel Excel, qui sait bien le maîtriser, qui a un niveau, on va dire, avancé, et qui ne connaît pas forcément tous les outils on va dire, d'aujourd'hui qui Hmm. sont surpuissants comme Query, Pivot ou encore VBA. Hmm. Quelqu'un qui est à ce niveau-là peut facilement, même intermédiaire, va pouvoir utiliser agrégat et vraiment booster sa productivité, Ouais. booster aussi sa mise en page, etc. C'est pour ça que je la trouve magique, cette fonction-là. Maintenant, c'est parce que de mon côté, je lui dis, mais tout le monde a ses habitudes de travail quelque part. Donc, c'est pas. Encore une fois, pour être très objectif, je la mets dans magique. Ok, bon, sympa. Est-ce que tu peux enchaîner sur la fonction nb.si? Il y a quelques petites choses à dire sur cette fonction. Qu'est-ce que tu en penses? Je la définis ou je la mets directement Tu dans peux à déjà bannir? la définir, mais très rapidement, et après dire ce que t'en penses. Non, mais je la mets directement dans à bannir ou je la définis quand même? Ah, Attends. c'était bien vu. Non, mais ok, NB.si. Alors, NB, ça veut dire, c'est l'acronyme de nombre. Tout simplement, on va venir compter des valeurs. Et le point si, ben, on va venir ajouter une condition. Donc, typiquement, vous allez dire, bah, telle colonne, je vais ensuite mettre tel critère.
Et bah, si le critère est vérifié, je compte toutes les valeurs de telle colonne. Ça, c'est le NB.si, très simplement. C'est l'évolution du NB. Et encore au-dessus, il y a le NB.si.ens. Si vous connaissez le somme.si.ens, c'est un peu le même principe. Et bah, ça sert à ça. Ça sert à compter avec une condition. À bannir, selon moi. Je ne sais pas. Alors, avant d'exposer mes arguments, je te laisse me Ok. dire de Alors, ton côté ce que à tu en bannir tout penses. simplement parce qu'il existe NB.6.11 qui permet de faire la même chose mais en mieux. NB.6 c'est quand on a un seul critère, NB.6.11 c'est quand on en a plusieurs. Ok, c'est utile si on doit faire des tableaux de bord de manière manuelle, mais ça peut clairement être remplacé par les tableaux croisés dynamiques, par tous les outils Power Query, tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi aussi, je la mettrai à bannir. Si vous voulez Ah, utiliser une fonction pour compter en fonction de critères, utilisez plutôt NB.6.11. Ou si vous voulez pas utiliser de fonction de formule, allez plus loin, c'est ce qu'on disait juste avant, utilisez plutôt Power Query, Power Pivot, etc. mais j'ajouterais quelque chose, c'est que nb.si, ça reste une fonction. Alors, tu l'as dit, il y a nb.si, nb.ens, nb.si.ens. Et il y a également somme.si, somme.ens. Et j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. On sort un petit peu du NB, on va sur le somme très rapidement, parce qu'en fait, les arguments qui sont dedans sont pas les mêmes entre le point .si et le point .ens. Hmm. Et en fait, dans un apprentissage, quand tu as deux formules qui font exactement la même chose, dont une qui prend une seule condition et l'autre qui prend une ou plusieurs conditions, bah, autant prendre les bons réflexes tout de suite, autant directement apprendre le nb.si.ens. En fait, ça vous changera littéralement rien. Vous apprendrez directement, vous aurez toujours les mêmes automatismes Hmm. sur la manière de développer vos arguments dans la fonction. Et surtout, bah, vous n'êtes pas, entre guillemets... J'ai eu le cas il y a encore pas si loin, il y a encore 2 semaines, quelqu'un que j'ai formé qui a. Alors là, c'était pour le somme. Le somme.6, si je dis pas de bêtises, on dit qu'on fait la plage. Non, la plage critère, mon critère, la plage somme. Et le somme.6.ns, on va donner la plage somme et ensuite les plages critères et le critère. Du coup, on inverse la logique. Alors, mais dans un apprentissage, c'est de la gymnastique. Et en fait, ce qu'on va essayer, c'est d'aller toujours au plus simple. Donc, Ouais. de mon côté, à bannir, pas parce que c'est une mauvaise fonction, parce que utiliser le nb.6.ns directement. Ouais, c'est sûr. Après, quand vous arrivez à un niveau un peu plus avancé, c'est quand même intéressant de voir NB.si parce que peut-être vos collaborateurs, vos collègues qui l'utilisent pour le comprendre et comprendre ce qui a été fait. Mais dans la pratique, fiez-vous aux fonctions, en tout cas, .si, .11. C'est bien résumé, je pense. On Euh, a enfin notre banni. Il en fallait un, c'était le enfin. nb.si. Mais je suis certain que d'autres arriveront là bientôt. On va enchaîner sur la fonction daddif. Alors daddif, il y a assez peu de personnes finalement qui la connaissent parce que c'est la fonction cachée du logiciel. En fait, quand vous allez écrire égal daddif, vous n'allez pas avoir les arguments qui vont se mettre en dessous. D'ailleurs, on a tourné aussi une vidéo sur daddif si vous voulez aller Oui, la voir. C'est quand même hyper intéressant parce que ça vous permet en fait de compter le nombre de jours, de mois ou d'années entre deux dates de manière simple et rapide. Et du coup, daddif, c'est quand même utile, même si c'est une fonction cachée. Il y a plein d'autres manières de calculer des dates, même avec des additions, des soustractions. C'est très facile à faire. C'est pour ça que daddif, personnellement, je la mettrais dans sympa, mais c'est pas non plus un indispensable parce qu'il y a plein d'autres manières de faire. C'est important de l'avoir, c'est pensais, sympa. Je sais pas ce que tu en penses. je pensais que tu allais mettre dans l'indispensable et parce que j'allais dire, moi, je la mettrais dans sympa. Pourquoi? Parce que, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de manières de faire au niveau des dates et elle n'est pas indispensable, loin de là. Elle est sympa parce qu'elle est ultra optimisée et en fait, je ne comprends pas pourquoi c'est une fonction cachée. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi, en Et fait. sincèrement, j'ai été chercher pendant très longtemps sur Internet, sur des blogs ou quoi. J'ai jamais vraiment trouvé la réponse. Donc, si vous avez la réponse pourquoi la fonction d'addif est une fonction cachée, pardon, pas gâchée, hein, cachée, n'hésitez pas à nous Un peu l'indiquer en gâché du commentaire. coup, parce que le lapsus, il est beau. Elle est un petit peu gâché dans la mesure où bah, si elle est pas, si elle est masquée et qu'elle est utile, des gens ne l'ont jamais utilisée. Non, mais honnêtement, je comprends pas. Je sais pas. Alors oui, elle est sympa, elle est pas indispensable, mais j'ai jamais compris pourquoi elle était cachée. En fait, l'intérêt de la cacher, je le comprends pas. Ouais. Bon, on peut la laisser dans sympa et puis on y Sympa. reviendra plus tard. La prochaine fonction, Romain, on a Romain. eu un gros débat à l'époque où tu avais passé la certification TOSA. Que Alors, pour la petite petite histoire, anecdote. Célestin avait passé la certification TOSA. Il avait eu une question autour de la fonction Romain.
Alors, ceux qui connaissent la fonction Romain, bah, bravo à vous, même si ça vous servira pas beaucoup dans la vie réelle. C'est pour transformer, si vous voulez, un chiffre arabe, donc un chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en chiffre romain, du coup, avec les signes que vous connaissez. Donc, je pense que ici, Célestin, au vu de ton mécontentement quand tu avais passé la certification TOSA, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait qu'on va la mettre dans à bannir. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, à bannir. On va, alors, de manière pas objective et par le passé, le passage du TOSA, à bannir. Pourquoi? Certification TOSA, pour ceux qui nous regardent, c'est ce que si jamais vous vous formez chez Morpheus, c'est une certification que vous allez passer et ça va vous donner un niveau sur le logiciel Excel. Alors, il y a plein d'autres choses, hein, plein d'autres domaines, mais là, on parle que d'Excel. TOSA, en fait, pour expliquer très rapidement, ça, c'est comme un QCM. Vous avez un temps imparti pour faire votre QCM et en fait, dedans, on va vous poser plein de questions. Et j'ai eu une question, euh, à quoi sert la fonction Romain? Et en fait, bah, je me doutais qu'on ne parlait pas du prénom Romain et que forcément, c'était un petit peu alors, au-delà. Je me disais, ok, alors j'avais pas vu qu'il y avait chiffre arabe, donc là j'aurais un peu fait le lien et je me serais dit, ok, en gymnastique, par déduction, mais devant ça, en fait, je l'avais jamais lu. Pour être honnête, on ne peut pas tout connaître. On a beau être formateur, etc. On ne peut pas connaître tout ce qui existe dans Excel. En fait, Romain, à part si on est historien, je ne vois pas dans quel cas on pourrait. Alors, ouais, je ne vois pas dans quel cas. Et en plus, même les chiffres, même les années, etc., on va souvent les mettre en 2024. On ne C'est va pas ça. l'écrire avec des Ah, X et des bâtons. Donc, à bannir, de par la question que j'ai eue, parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose. Alors, on a fait une vidéo sur la certification TOSA. Je vous invite à aller la voir. Elle est hyper intéressante. Elle vous explique pourquoi TOSA est une bonne certification. Mais il faut garder en mémoire que c'est une certif qui va vous donner un niveau de culture générale sur Excel plus qu'un niveau opérationnel dans l'entreprise. Et c'est pour ça on peut tomber sur ce genre de questions. Et c'est aussi ça la richesse de cette certif, c'est que vraiment, si vous obtenez un gros score au TOSA, ça veut dire que vous avez une grosse culture générale sur le site. Et en même temps, attention, il n'y a pas que de la culture G. Il y a également des choses qui sont très axées utilisation. Vous avez même des émulateurs, vous devez manipuler directement sur le Excel. Donc, il n'y a pas que ça, hein. C'est pour ça que la certif TOSA est vraiment une très bonne certif. Mais du et coup, ça c'était un reflète peu pas compliqué. forcément, en tout cas, si je reviens sur ce que tu disais, à votre capacité à résoudre des problèmes, mais mine de rien, ça reflète quand même votre capacité à connaître le logiciel. Donc, si vous connaissez le logiciel, vous êtes en capacité de mobiliser justement vos compétences pour arriver à un résultat donné. Donc, c'est pas une Exactement. certification parfaite, mais elle vous permet de valoriser votre niveau sur votre CV et c'est toujours cool de savoir où on se situe. Donc, on est d'accord que la fonction Romain, on la met dans à bannir. Je la mets dans la bannière parce qu'en fait, même si je voulais rester objectif et dire, bah, c'est pas forcément à bannir parce que cette fonction m'a rien fait, mais en fait, on peut pas dire qu'elle est indispensable, sympa ou casse-tête. Elle est simple, donc elle est pas casse-tête. Je vais pas dire qu'elle est sympa parce qu'on l'utilise jamais ou vraiment, je sais même pas si. Je serais curieux de savoir une statistique sur combien de personnes l'ont utilisé premier degré parce qu'ils avaient ce besoin de convertir, mais en tout cas, je la mettrais dans la bannière parce que c'est. Ok, Je suis resté. Je, très bien. parce que voilà, Bon, on est ça, j'ai d'accord un en tout cas, passé d'Excel. on est d'accord sur ce point. On peut passer au graphique secteur. Alors, le graphique secteur, euh, très souvent, il est appelé graphique en camembert. Graphique en camembert, selon moi, il est OK, il est très bien, il est incontournable. Néanmoins, il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent le graphique qu'on appelle barre de secteur aussi secteur de secteur, mais le graphique barre de secteur, je trouve qu'il est beaucoup plus adapté quand on commence à avoir 4, 5, plutôt 5, 6, 7 données. Comme ça, en fait, on met toutes les données importantes dans le graphique secteur, donc dans le graphique en camembert. Et juste à droite, en fait, on a un graphique en barre qui permet d'analyser les données autres, c'est-à-dire les données qui représentent, par exemple, moins de 10% de l'ensemble des données. Et je trouve que ce graphique est beaucoup plus adapté que le graphique secteur, sauf si vous avez 3, 4 données grand max. Je sais pas ce que tu en penses. Tu l'as dit, il y a des choses qui sont mieux, et en même temps, tu m'as ôté le mot de la bouche de dire attention. Moi, le gros warning là-dessus. Alors, dans mon quotidien, je forme, mais également, je crée du tableau de bord pour pas mal de monde. Et le choix de. Là, on parle du graphique en secteur, mais tout ce qui va être graphique en termes général, le choix qui va se porter sur les graphiques va dépendre de ce que vous voulez montrer. Un graphique peut montrer tout et n'importe quoi. Les données, on Mm. peut les manipuler comme on veut. Une même donnée,
deux tableaux de bord différents, je vous montre pas la même chose. Et c'est là le point important, c'est que le graphique en secteur, attention, il faut vraiment que vous n'ayez pas beaucoup de données entrantes dans les catégories, C'est sinon ça. après c'est illisible. Passez plutôt par un diagramme. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup de données et que vous êtes obligé de faire un graphique en secteur, moi je le trouve bien. Je dis pas qu'il est indispensable, je dis que moi je dirais que c'est sympa. Et il y a d'autres choses qui sont mieux. Donc, comme tu l'as très bien dit, je le mettrai dans sympa. Je suis plutôt d'accord avec Le toi, en tout cas, graphique en sur le secteur graphique reste secteur. un. C'est pas un indispensable en fait. C'est Ouais. pas. Je suis plutôt d'accord avec toi, on va le mettre dans sympa à ce niveau-là. Comme En ça, fait, il y a tellement de ressources possibles. ouais. Et c'est surtout qu'il y a le graphique barre de secteur qui est, selon moi, plus adapté dans 90% des cas. Ça nous Je te permet, rejoins là-dessus. Ouais, ça nous permet, dis-moi. je disais, pardon, je t'ai coupé, mais ça nous permet d'enchaîner, je pense, sur masquer les colonnes, justement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de masquer les colonnes? Hum, est-ce que je vais me faire des amis ou pas? Masquer les colonnes, c'est bien dans la mesure où on fait de la mise en page. Mais moi, Tu penses pas à une autre personnellement, fonctionnalité quand on va, tu sais, masquer les colonnes? Là, on parle bien de faire un clic droit masqué sur la colonne. oui. Tu penses pas à une autre fonctionnalité qui est beaucoup plus simple? Enfin, personnellement, je pense à grouper, par exemple, pour masquer les colonnes, qui est beaucoup plus fluide pour l'utilisateur. Alors Et oui, groupé. Alors, c'est pour ça que ça- moi, masquer les colonnes, en tout cas avec le clic droit masqué, je le mettrai dans à bannir. Ça fait pas partie des bonnes pratiques. La bonne pratique pour masquer des colonnes, si vous en avez beaucoup et que vous voulez laisser la possibilité à l'utilisateur de tout voir d'un seul coup en un clic, en cliquant sur un petit plus, là, je vous conseille de grouper les colonnes. C'est pour ça que je la mettrai vraiment dans à bannir. alors ouais, tu m'as un peu. Encore une fois, tu me devances sur ce que je voulais te dire. Et Oui. tout ce que tu as dit, c'est. Non, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité et que je réfléchissais à comment dire les choses sans me faire des ennemis. En fait, masquer, le gros problème, je trouve personnellement, c'est que c'est très subtil. Il faut vraiment ça. En fait, entre deux bordures de colonne, vous allez avoir une toute petite surépaisseur qui va vous montrer qu'il y a quelque chose. Et en fait, quand on connaît l'alphabet dans l'ordre, forcément, on voit qu'il y a une lettre qui a été sautée. Et là, on peut se dire, OK, il y a du masquage. Et en fait, c'est très dur à voir. Et par exemple, j'ai déjà beaucoup vu de personnes avec des bases de données qui ont une référence qu'ils ne voulaient pas voir. Donc, mais ils en ont besoin. Typiquement, pour ce qu'on disait tout à l'heure, du recherche V, du recherche X. Attention, on utilise le recherche X. Mais pour toutes ces formules où on a besoin d'une clé primaire qui va souvent être un ID unique ou des choses comme ça, les gens masquent la colonne. Mais ce qui fait que, selon moi, il faut qu'on ait toujours une vue sur ce qu'on a comme données. S'il y a des données que vous ne voulez pas voir, il y a d'autres moyens de faire. Il y a également grouper qui est selon moi une Ok. meilleure alternative parce que en fait, le fait de grouper, vous allez avoir des sortes d'énormes plus qui se mettent au-dessus de vos colonnes et aussi à gauche de vos lignes parce que ça marche dans les deux sens. Et c'est mieux parce que visuellement, on voit qu'il se passe un truc et on peut beaucoup plus facilement venir réétendre ou venir fermer. Et en plus, C'est une bonne chose. on peut construire des tableaux de bord, justement, des mini tableaux de bord à l'intérieur d'un tableau de bord complet si on, comme tu disais, groupe des lignes. Donc, c'est intéressant à tous les écarts groupés. Donc, je pense qu'on est d'accord, on peut le mettre dans à bannir. À Bon, bah, bannir let's go. parce que c'est pas un bon réflexe. C'est pas mal, attention. Utilisez-le si vous en avez besoin, mais surtout, alors déjà, si vous êtes en fichier partagé, à bannir. Mais ça, dans tous les cas, parce que quelqu'un qui va arriver sur un fichier qu'il n'a pas fait et qui a des colonnes masquées peut faire des bêtises, entre guillemets. Si c'est pour vous, que vous savez ce que vous faites, pourquoi pas, mais à bannir. Honnêtement, à Très bien. bannir. Bah, Si c'est pas une bonne pratique. ça nous permet d'enchaîner, comme on est plutôt d'accord ici, sur, je pense, un des plus gros concepts, disons, du logiciel Excel où on va débattre, c'est le côté VBA. On va accélérer un tout petit peu pour pas que la vidéo non plus elle fasse 1 heure et demie. Mais alors toi, VBA, je sais que tu l'utilises beaucoup pour le compte de tes clients, pour créer les fichiers, etc. Qu'est-ce que tu en penses de VBA? VBA, alors pour ceux qui ne connaissent pas, VBA, c'est Visual Basic for Application. Alors ça va pas vous dire grand-chose sur ce que ça, à quoi ça sert, mais voilà, vous avez l'acronyme, le nom. Typiquement, quand vous entendez parler de macro sur Excel, tout passe par la VBA. Attention à ne pas confondre avec les scripts. Les scripts, c'est encore quelque chose à part. Je ne parle pas des scripts ici, je parle vraiment des macros. VBA, ça va imposer des contraintes au niveau de l'organisation. VBA, c'est pour un niveau expert. J'ai du mal à imaginer des niveaux débutants, intermédiaires ou même avancés utiliser la VBA.
On arrive en fait, selon moi, dans une autre dimension. On parle pas quasiment, on parle même plus du même logiciel. C'est toute une logique à revoir. C'est du logiciel de programmation, c'est un langage de programmation, Hmm. pardon. C'est des algorithmes à faire. C'est ultra sensible. C'est génial parce que je suis un défenseur de la VBA. J'adore la VBA. J'en fais plein. Je fais que ça longueur de semaine. Mais attention à ce concept-là. Euh, Ce que je pourrais en fait, rajouter surtout, c'est que en fait, VBA, c'est très bien si on veut créer, disons, un mini logiciel sur Excel, si on est en capacité de le faire, de comprendre du code. Parce qu'il y a cette notion, comme tu le disais, de comprendre du code. C'est vraiment pas la même chose. Et par contre, VBA, le problème, c'est que justement, il y a peu de gens qui comprennent le code dans les entreprises, par exemple. Donc, si vous êtes bon en VBA, mais pas vos collaborateurs, l'entreprise sera assez peu réfractaire. friande, disons, de passer vos fichiers sur le VBA. Parce que si vous partez, en fait, vous partez avec vos fichiers et les fichiers deviennent très vite obsolètes si on n'a pas pensé à tout au préalable. Donc, c'est vraiment la grosse limite qu'on a dans le côté VBA et c'est pour ça que c'est pas répandu 100% dans les entreprises, que ce soit une PME ou des entreprises de grands groupes. Pour ça que Ouais, moi, très rare. personnellement, je le mettrais dans sympa. Peut-être que tu vas vouloir le mettre un petit peu plus haut. Qu'est-ce que tu as à Alors, dire à propos de alors, en ça? fait, je suis aux deux extrêmes. Je, c'est pas parce que je l'utilise et que j'en suis un fort convaincu que je le mettrai dans Magic pour rester très optimiste par rapport à ceux qui nous regardent. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui nous regardent qui sont très bons en VBA et ils vont dire bah, mettez-le dans Magic. C'est ça. Néanmoins, alors C'est je vrai. dirais pas que c'est à bannir parce que pour moi, c'est à bannir pour des débutants, c'est sûr. C'est magique pour des experts parce que vous allez une marge de progression sur en fait il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans Excel et que vous pouvez faire avec la VBA, c'est magique. Je le mettrai dans sympa. On va faire une Ok, moyenne entre A plus et D. Je le mettrai dans sympa aussi. ok. Et en fait, aujourd'hui, contrairement à Excel, Internet regorge de forums, de ressources, de vidéos qui peuvent vous former sur Excel. Le meilleur moyen, selon moi, quand même, c'est de se former via quelqu'un avec en face de vous un expert, un formateur. Néanmoins, faut pas oublier que Internet regorge de ressources. Contrairement à la VBA, où les informations sont hyper compliquées. De mon côté, je suis autodidacte, un peu comme bah, toi aussi, tu es autodidacte, Nicolas. Et on est tous les deux passés par la même phase. On est sur des problèmes concrets, on veut les résoudre, on ne connaît pas comment les résoudre. Donc, on tape un petit peu notre problème, on cherche nos fonctions, on les apprend. Et en fait, on a fait ça pendant des années. Et c'est de l'accumulation de connaissances qui s'est formée. La VBA, quand il n'y a pas énormément de choses dans les forums et qu'il faut venir trier un peu, prendre les bonnes informations, c'est hyper compliqué d'avoir l'information. Et aussi également, aujourd'hui, les formateurs se font très rares. Mais on Et en a donc, beaucoup justement chez Enfin, beaucoup. On en a quelques-uns justement chez Morpheus qui sont en c'est la grosse force capacité aussi. d'accompagner aussi de manière individuelle parce que nous, on s'est formé pendant des années en autodidacte, mais c'est vrai que ça a pris quand même pas mal de temps. Et en tout cas, un accompagnement individuel sur un moment donné pour, par exemple, résoudre des problèmes spécifiques, aller plus loin dans certaines notions, avoir des exercices 100% personnalisés à ses besoins, c'est quand même un gain de temps énorme en termes d'apprentissage. Je sais pas ce que tu en Ouais. penses aussi de ton côté. Bah, j'ai passé des heures sur les... En fait, à refaire, je prendrais une formation pour dégrossir les fonctionnalités et dégrossir l'apprentissage des bases. J'irai vers une formation avec quelqu'un qui m'apprend. Hmm. Et ensuite, une fois qu'on a les bases, on part vers un peu plus de l'autodidacte où on est en capacité de venir rechercher. Et avec ce qu'on a déjà appris comme base, on peut plus facilement appréhender. C'est chose que je n'ai pas faite, mais du coup, je te rejoins à 100% là-dessus. Et de mon côté, je mettrai la VBA dans sympa. Ok, bah, D'ailleurs, c'est noté. Bah, n'hésitez pas. je l'avais déjà glissé en tout cas sur l'écran, comme tu l'avais déjà mentionné. On va Et, passer ensuite sur des fonctionnalités qui sont très sympa. Aussi, par exemple, avec Power Query, je pense Power qu'il Query, y a beaucoup ok. encore de personnes qui connaissent cet outil alors qu'il a été intégré, si je ne me trompe pas, en 2016 sur Excel. Ça fait très longtemps qu'il est mis en place et C'est pas la date, au j'avoue. départ, c'était surtout aussi pour, au préalable du logiciel, justement, Power BI. Mais très vite, en fait, comme ils l'ont amélioré au fur et à mesure, on a pu l'utiliser dans Excel. C'est pour automatiser tout le processus de recueil, de transformation, de nettoyage des données et que tout se fasse en automatique. Et sincèrement, c'est un outil exceptionnel quand vous êtes euh,
même à un niveau débutant plus intermédiaire, déjà pour découvrir l'outil, pour savoir ce qui est possible de faire, savoir si c'est à implémenter justement dans votre métier. Si vous travaillez par exemple avec des données externes, que vous faites des extractions, etc., Power Query, c'est vraiment magique comme outil, ça va vous faire gagner énormément de temps. Je ne sais pas ce que tu en penses de Alors, cet tu l'as outil. extrêmement bien défini. Tout ce que tu as dit, c'est exactement le rôle de Power Query. Euh, on est, je pense, tous les deux d'accord pour dire que c'est du magique. Bon, ok. Et ce qui est bien, c'est que dans Power Query, on est sur du no-code. Et donc, c'est accessible à tous les niveaux d'Excel. Hmm. Débutant, intermédiaire et expert. C'est Si, accessible à tout le monde. Et en plus de ça, en fait, ce qui est bien, c'est que on peut faire des choses très simples dans Power Query. En fait, on va pouvoir quand même l'utiliser. Comme je disais, c'est du no-code. C'est hyper intuitif, l'interface. Et il y a quand même des choses Power Query qui sont pour un niveau plus avancé, mais du coup, en fait, chacun a son rythme. On hmm. peut accéder à Power Query. On va pas plus s'attarder que ça sur la fonction parce que, comme tu disais, il y a encore pas mal de choses à voir. La vidéo va être assez longue. Et surtout, retrouvez sur notre chaîne YouTube, il y a une formation gratuite sur Power Query en 4 épisodes, il me semble. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Ça vous explique tout de A à Z et pour tous les niveaux. Et ça va Sachant que déjà vous vidéo, j'en ai- apporter plus de choses que la moyenne des personnes qui sont en poste parce qu'ils ne connaissent pas Power Query. Le fait de quasiment connaître personne ne connaît déjà, ça. ça va, euh, ça va vous C'est ça. apporter des choses. Très bien. Bah, on peut passer du coup sur les segments. Bon, les segments, c'est, je dirais, un peu pareil parce que, en fait, un segment, ça va vous permettre de filtrer de manière dynamique, rapide et visuelle toute votre base de données ou vos tableaux croisés dynamiques. On peut connecter des segments à plusieurs tableaux croisés dynamiques, par exemple, et ça vous permet vraiment d'accéder rapidement à de l'information. Et comme on avait vu la fonction agrégat avant, c'est les segments qui vous permettent de faciliter aussi l'utilisation et de faire des calculs d'indicateurs avec agrégat. Donc pour moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat, c'est à mettre dans Magic. Si vous utilisez encore les filtres comme à l'époque pour filtrer toutes les personnes qui habitent à Paris, par exemple, je vous invite vraiment à regarder une de nos vidéos sur les bonnes pratiques pour apprendre à utiliser les segments, parce que pour moi, c'est une fonctionnalité magique. Qu'est-ce que tu en penses, Célestin? J'allais te dire, ce que tu as dit encore une fois, c'est en plein dedans. Le segment, j'allais le mettre dans indispensable, Ok. sauf que je revois un petit peu ma copie là maintenant tout seul parce que je le mettrai dans Magique comme toi. Le gros avantage, c'est que les segments, vous avez la visu, comme tu disais, quelqu'un qui filtre sur Paris et on ne sait pas s'il n'y a que Paris. Il y a peut-être autre chose. Et il y a également Hmm. d'autres filtres dans d'autres colonnes. Et finalement, quand on n'a pas la visu dessus, on peut perdre pas mal de temps, alors que là, en fait, dans le segment, ça va se griser. En fait, ça va se griser et il y aura une couleur qui va se mettre en surbrillance sur les filtres actifs. C'est ça. Et pourquoi Ce tu qui va l'aurais avoir mis de, dans indispensable, toi, au départ? Parce que, euh, parce que selon moi, c'est pas vraiment magique. Alors, pourquoi pas magique? Parce que quand tu as deux tables différentes, comme tu dis, tu peux connecter des segments entre eux, de la connexion interrapport, on appelle ça. Mais si tu as deux bases de données différentes, tu vas pas pouvoir le faire. Sauf si tu utilises Power Pivot. Et Power Pivot, c'est un niveau un petit Ok. peu au-dessus. Donc, il y a une petite limite au segment et surtout, il y a une Hmm. limite également en termes de mise en page. Je pense notamment à Power BI où les segments, eh bien, on peut les mettre sous forme de liste déroulante, par exemple. Là, on est obligé de faire une liste les uns en dessous des autres. Donc, c'est pour ça qu'au début, je l'avais mis dans Ok. indispensable. Néanmoins, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait d'ajouter l'argument de on a la visu sur ce qu'on a comme données. Et le second point qui est ultra important, bah, c'est l'organisation du fichier Excel. Utiliser un segment vous pousse à vous structurer parce que vous ne pouvez l'intégrer que sur du TCD ou sur du tableau. Et qui dit TCD ou tableau dit données structurées. Donc en termes d'organisation et de préparation de fichiers, ça vous pousse en fait à vous structurer. Donc c'est pour ça que je vais basculer dans Magic Ok. malgré qu'il y ait quelques limites. En tout cas, c'était hyper intéressant et c'est vrai quand on connaît d'autres outils, comme tu disais Power BI, Power Pivot, où en fait les segments sont mieux faits, mieux affichés, c'est vrai qu'on peut être un peu frustré dans Excel, mais comme là on s'adresse, disons, aux utilisateurs d'Excel, Oui. enfin, tu Oui, l'as bien résumé en tout cas dans ton argumentation. c'est parce qu'on est assez pointilleux, mais en soi, pour quelqu'un qui va découvrir les segments sur un tableau, ça c'est magique. On peut le laisser dans magique parce que ça pousse à l'organisation et pour quelqu'un qui a des besoins simples,
Très c'est bien. vraiment trop bien qu'on laisse dans Magic. Très bien, bah, on va enchaîner. Alors, j'ai envie de laisser un peu les tableaux croisés dynamiques, un peu de suspense pour la fin de la vidéo parce que c'est encore, je dirais, le plus gros sujet qui nous reste à traiter. On va le laisser de côté et on va passer sur l'assistant fonction. Justement, alors, pour vous expliquer l'assistant fonction, c'est quand vous cliquez par exemple dans le petit F2X à côté de la barre de formule, ça vous ouvre un assistant fonction du coup, où vous pouvez rechercher le nom de votre fonction et vous allez avoir une aide sur votre fonction. Moi, j'ai un avis très tranché sur la question. Je sais que on est très partagé sur le sujet, je pense, avec mes confrères. Pour moi, je trouve qu'il n'est pas utile et qui porte plus à confusion. À force d'utiliser l'aide, en fait, on n'apprend jamais vraiment, si vous voulez, à utiliser la fonction, à comprendre les arguments, etc. C'est une aide qui est très bien faite, par exemple, dans Google Sheets, pardon, parce que vous avez l'aide en direct. Mais là, sur Excel, le fait d'aller à un endroit pour remplir Célestin, si tu peux m'aider, des endroits, en tout cas, on va mettre des C'est comme un informations. petit formulaire en fait. Vous avez comme un petit formulaire qui va remplacer. Alors, vous imaginez que ce petit formulaire-là, vous allez choisir votre fonction, il y aura une meilleure définition, et dans les différents arguments de votre fonction, ça va devenir les petites cases du formulaire que vous allez remplir. Ouais. Et mais je suis d'accord avec toi, beaucoup ne seront pas d'accord. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, je la Ok. mettrais dans. Je dirais pas que c'est à bannir, mais je dirais que c'est à bannir quand même. Mais À c'est mon bannir, avis. est-ce qu'on la mettrait pas dans cassiette? Bah déjà, merci pour ton explication. Là, j'y étais plus du tout sur l'assistant fonction. En fait, c'est Euh, parce que on l'utilise tellement pas. Alors, on en avait déjà parlé il y a quelques mois, mais c'est vrai qu'on l'utilise pas. Et selon moi, c'est pas vraiment le bon réflexe. Comme tu l'as dit, mais purement d'un point de vue apprentissage, en fait. ouais. C'est pas des bons réflexes d'utiliser Je trouve que c'est quand même utile de le voir parce qu'il y a des grands débutants qui peuvent se dire, ah bah là, j'ai une aide pour me rassurer. Je suis quand même Ouais. d'accord avec toi que pour moi, c'est à bannir dans l'apprentissage. Donc, c'est un casse-tête qui est à bannir. Un Disons, casse-tête à bannir, donc il n'y a pas la catégorie. en tout cas, on peut glisser sur à bannir. Je te rejoins un petit peu sur ce point. On peut tomber d'accord sur ce point. D'ailleurs, en parlant de ça, on avait dit qu'on ferait une petite passe sur les fonctions. Honnêtement, pour pas faire une vidéo trop longue, on va pas prendre trop de temps là-dessus, mais pour l'instant, finalement, dans les choix, j'en ai pas trop à bouger de mon côté. Non, franchement, pour Je moi, pense à... ça va aussi. Peut-être après coup, peut-être demain, quand on reverra ce qu'on a fait, on se dira que on aurait peut-être changé deux, trois petites choses. Mais là, sur le moment, je la trouve plutôt sympa, notre tier list. Non, Euh, elle se construit plutôt bien, ouais. Très bien. Bah, on peut enchaîner justement sur la fonctionnalité figer les volets. Pour moi, c'est indispensable. En fait, figer les volets, c'est vraiment une fonctionnalité qui vous permet de bloquer les lignes et les colonnes quand vous vous baladez dans votre feuille de calcul. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la fonctionnalité figer la première ligne, figer la première colonne, mais il faut que vous appreniez à figer les volets, donc à vous positionner sur une seule et même cellule pour figer les bonnes lignes, les bonnes colonnes. Pour moi, c'est une fonctionnalité, je la mettrai dans Magic parce que ça fait partie des incontournables, des bonnes pratiques du logiciel à utiliser. J'hésite quand même un peu entre Magic et indispensable parce que Magic, c'est quand c'est une utilisation vraiment très facile du C'est pour concept. ça. Mais figer les volets, je trouve que si on travaille avec les couleurs, ça peut devenir très facile. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui, oui. J'hésite entre les deux et je penchais plus sur indispensable. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, il faut savoir l'utiliser. Très souvent, en fait, alors, comme tu disais, hein, il y en a trois, colonne, ligne ou les deux. Sauf que bah, ce fameux les deux, en fait, il peut également faire que les colonnes ou que les lignes. Donc en termes de, comme on disait, sur le même principe que la NB.si et NB.vns, quand demain je l'apprends, en fait, je passe toujours par là. Qu'on fige une colonne, une ligne ou les deux. Toujours la même chose pour garder les bons réflexes. C'est Ça ne veut pas ça. dire que les autres, on ne peut pas les utiliser. C'est indispensable, c'est sûr et certain, parce que en termes de lisibilité sur vos classeurs, c'est top, rien que pour les en-têtes d'un tableau. Il y a pas de débat. En tout cas, Maintenant, est-ce que c'est vraiment magique? si nos lecteurs, nos lecteurs veulent voir cette fonctionnalité et ne plus se poser la question où est-ce que je dois me positionner pour figer les volets, on a une vidéo qui est très bien expliquée justement avec des couleurs. Ça vous donne la méthode infaillible pour le faire. Après, je la mettrai personnellement, en tout cas, dans Magic, mais on pourra en rediscuter. Pourquoi? C'est parce que quand je vois qu'on a mis quand même la fonction agrégat dans Magic, qui est un petit peu plus complexe à utiliser, Oui, oui, euh, et alors que figer les volets, c'est quand même un outil qui est
vraiment incroyable pour afficher la visibilité, ne pas faire d'erreur de saisie, etc. C'est pour ça que je la mettrais dans Magic parce que ça fait partie des bonnes pratiques. Bah, Euh, c'est fou parce qu'en termes de retour d'expérience, dans ce que je peux voir au quotidien, pas beaucoup de monde l'utilise, hein. ouais, Mais exactement. parce qu'ils ne savent pas vraiment le faire. Ouais, exactement. Je suis Et quand plutôt ils se rendent d'accord. compte qu'ils veulent pas figer que la première ligne, bon, en fait, ils arrêtent. Ils préfèrent ne rien mettre que de le faire. Parce qu'en fait, Mm. il faut juste ce petit déclic. Et la méthode infaillible avec les couleurs l'explique extrêmement bien. Donc, en fait, allez, on va dire magique. C'est Il n'y a pas parti, on se lance. Je t'ai Allez, convaincu. magique. On se lance. Non, très bien. Bah, on la met, on la glisse du coup dans Magic. Ça nous permet d'enchaîner sur l'autre fonctionnalité, nouvelle fenêtre. Pour faire simple, nouvelle fenêtre, ça vous permet d'ouvrir le même fichier deux fois pour travailler à deux endroits différents sur un même fichier. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui est, je trouve, sympa. Je dirais pas qu'elle est indispensable, même si quand je la montre, parfois on se dit, enfin, j'ai déjà eu le retour en disant, ah bah tiens, si j'avais su ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé. J'hésite quand même entre indispensable et sympa. Tu pourrais un peu m'aider? Tout va dépendre de comment vous travaillez. Si vous travaillez sur un écran, elle n'est pas indispensable dans la mesure où très souvent, ce qu'on voit en entreprise, c'est des gens qui travaillent sur deux écrans. C'est le plus commun. Et là, c'est génial parce que je pense que quasiment tous ceux qui utilisent Excel de manière intermédiaire et plus ont déjà eu le cas d'avoir deux feuilles avec deux données différentes et de vouloir créer des formules dans une feuille et aller appeler, faire une somme par exemple sur une colonne de l'autre feuille. Et c'est vrai que quand on a deux écrans et qu'on peut faire double fenêtre, c'est un indispensable. Par contre, Ok, quand on n'a qu'un seul écran, c'est pas indispensable. Moi, j'utilise tout le temps personnellement. Je travaille avec trois écrans, donc des fois j'ai ok. trois fenêtres qui vont sur le même Excel. C'est des fois un petit peu casse-tête parce que, en fait, si vous faites une nouvelle fenêtre, que vous enregistrez le fichier et que vous le fermez, quand vous allez réouvrir, vous aurez deux fenêtres à nouveau. C'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que vous déterminez. Si vous voulez retourner sur une seule fenêtre, vous devez fermer une des deux fenêtres et faire enregistrer. Bon, en tout De cas, je pense que tu m'as un peu convaincu sur le fait que c'est un indispensable parce que quand tu as plusieurs écrans, c'est quand même une fonctionnalité qui est incontournable à utiliser. Mais je mettrai des petites attentions parce que ça peut faire sauter justement Ouais, vos figés, etc. Quand vous figez des lignes, toute la mise en page en fait ne se répète pas. Pour faire très simple et ok. aller très vite, la fenêtre 1 qui est votre fenêtre de base, si vous avez retiré le quadrillage, que vous avez mis figé les volets, etc., vous mettez une deuxième fenêtre, vous allez avoir la même chose mais avec un tout petit 2 à côté du nom de votre fichier. Et en fait, vous allez avoir le quadrillage, etc., etc. Et cetera. Et Ouais. surtout, les boutons, quand ceux qui utilisent la VBA, les boutons ne fonctionnent pas sur le 2. Les boutons de Mm, VBA ne fonctionnent que sur mm, l'écran 1 mm. principal. Tu m'as Donc, reconvaincu à le remettre dans sympa, hein, parce que c'est vrai que j'avais plus en tête. non, c'est pour ça. J'ai- Il y a des j'ai- petites attentions en fait. j'ai- Il y a des petites attentions. Pour une utilisation simple, c'est indispensable. Aujourd'hui, de mon côté, alors je suis personne et j'ai encore plein de choses à apprendre, j'en suis convaincu. De mon côté, sur mon utilisation et les connaissances que j'ai une utilisation, pour moi, c'est sympa. Mais ça va je suis- dépendre en fait de ton Je suis utilisation. d'accord avec toi parce qu'en fait, je pensais, comme j'utilise assez rarement, je ne pensais plus à tout ce que tu viens de dire en termes de contraintes. On peut le glisser dans sympa. Ouais, Je pense que ça me paraît plutôt pas mal parce qu'après, les personnes utilisent rarement VBA, etc. Mais c'est aussi au niveau de la mise en forme, c'est un oui, peu relou. c'est Donc, ça. on peut glisser dans sympa. C'est cool de Ça me temps en va, temps. ça me va, ça me va. C'est Très cool, bien. c'est pas indispensable. C'est très bien, sympa. Très bien. Au niveau des jeux d'icônes, est-ce que tu pourrais expliquer, mais vraiment plutôt rapidement pour pas que ça prenne non plus trop longtemps à nos viewers Ok, de nous regarder? allez, Je te laisse la j'ai main. 10 secondes pour expliquer ce qu'est un jeu d'icônes, tout simplement. Vous connaissez peut-être mieux les mises en forme conditionnelles. Bah, simplement, le jeu d'icônes, vous allez pouvoir dire, bah, si mes données sont, je sais pas moi, sur une plage de données avec des nombres, je vais mettre en place un jeu d'icônes avec des trois petites alertes, trois petits ronds rouges, par exemple rouge, vert et jaune. Et en fait, bah, Excel va automatiquement déterminer, bah, par exemple, plus le nombre va être élevé, plus on va être vers le vert, plus le nombre va être bas, plus on va être vers le rouge. C'est des petites icônes qui vont apparaître sur votre fichier Excel selon en fait, des règles que vous allez prédéterminer. C'est comme une mise en forme conditionnelle. Le jeu d'icônes, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter, c'est un peu Non, difficile sans le montrer, c'est un peu difficile. t'as Il y a une vidéo plutôt, sur la chaîne YouTube t'as plutôt tout des dit, mises en hein. forme conditionnelles et on les Ouais. aborde. C'est vrai qu'il y a une vidéo sur la mise en forme conditionnelle. C'est pour ça que moi, je mettrais que la mise en forme conditionnelle, je mettrais peut-être entre magique et indispensable. Par contre, les jeux d'icônes, je dirais que c'est sympa. C'est pas indispensable, c'est ni magique, je Moi, je le mettrais dirais. dans le casse-tête.
C'est à casse-tête même, tu mettrais? Parce qu'en fait, on sépare, dans les mises en forme conditionnelles, on sépare souvent deux choses. D'un côté, tout ce qui va être un peu guidé par Excel, de l'autre côté, les formules. Et en fait, les jeux d'icônes, c'est du côté, forcément, de ce qui est un petit peu automatisé. Et en fait, c'est casse-tête dans la mesure où, très souvent, on doit retoucher, mettre des pourcentages, et les pourcentages, on va pas dire 100%, on va parler de combien Ah, 100%, en ok. réalité, on a un derrière. Et du Hmm. coup, pour créer les différents seuils, etc., ça peut être casse-tête. Et en plus de Ouais. ça, je trouve que les icônes ont un peu un design qui devient un peu Ok. archaïque, un peu ancien, Après, très peu moderne. et c'est sûr qu'on Donc, peut pas personnaliser justement les. Alors, on peut personnaliser les tu icônes peux, qui mais il y a sont des limites. affichées, mais pas mettre celles qu'on veut. Je suis d'accord avec toi que c'est casse-tête à utiliser, mais c'est C'est quand même casse-tête. assez utile, je dirais, dans la pratique. Mais le problème, c'est que comme il y a la mise en forme conditionnelle qui existe et qui a des manières beaucoup plus simples, même si vous travaillez Oui. avec des couleurs, vous pourrez travailler avec des couleurs et pas avec des icônes. Ouais, peut-être qu'on pourrait le mettre dans casse-tête, parce que quand je vois Je graphique, mettrais, je mettrais dans photo. casse-tête, genre, mise en forme conditionnelle, c'est magique, mais c'est casse-tête. En fait, la mise en forme conditionnelle est un peu casse-tête de manière générale à mettre en place. C'est pas quelque chose de très simple. Euh, et là, les jeux d'icônes, Ça dépend qu'est-ce qu'on met dans la mise en forme conditionnelle, parce qu'on peut très bien mettre un texte qui contient une valeur qui est oui, supérieure ou égale à une autre valeur. C'est pour ça clairement. que ça sert quand même à améliorer la visibilité du tableau. Mais c'est sûr qu'il faut être un minimum un petit peu plus avancé sur le logiciel pour savoir l'utiliser, mais c'est vraiment hyper utile de l'utiliser, hein, la mise en Ah forme bah oui, conditionnelle. C'est juste je les jeux confirme. d'icônes, en tout cas si on revient sur les jeux d'icônes, ouais, je les mettrais entre sympa et cassette, parce que quand on sait le faire, c'est sympa mais ça reste casse-tête à faire. Donc, au vu, C'est pas simple. Je laisserai dans casse-tête personnellement. ouais, parce que et aussi on a mis index équive x, donc je le mettrai du même niveau, disons. Ouais, Donc, clairement. Et puis, en fait, vous allez très peu, si vous commencez Excel, vous allez très peu l'utiliser, jeu d'icônes. ouais, En fait, c'est là le contraire. Parce que quand on est nouveau, on touche un peu à tout. Et quand on voit les icônes, c'est sympa parce qu'on fait apparaître des petits feux rouges, des flèches qui vont vers le bas, le haut. C'est c'est sûr, sympa. c'est sûr, c'est Non, sûr. mais ensuite, on se rend compte que ça sert pas à grand-chose. C'est mon avis après. Je suis peut-être pas On optimiste, peut le mais mettre dans casse-tête. allez. Je, je bête les armes pour le mettre dans casse-tête. Euh, alors, on va passer à validation des données. Pour moi, alors validation des données, c'est à l'endroit où vous pouvez mettre des listes déroulantes, où vous pouvez en fait créer des règles pour empêcher souvent les erreurs de saisie. Ça vous permet d'harmoniser, disons, votre tableau. Si vous travaillez à plusieurs sur un même fichier, ça vous permet d'harmoniser encore une fois la colonne de votre tableau pour que ensuite, quand vous faites vos analyses, vous analysez pas des données qui sont un peu plus erronées. Donc, c'est toujours un peu embêtant si c'est le cas. Validation des données, ça sert à contrôler l'entrée de la donnée pour la valider ou non. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux comme explication. Je C'est pense exactement que ça. c'est une fonctionnalité qui est indispensable parce qu'il y a la mise en, il y a, pardon, il y a la liste déroulante qu'on peut insérer dedans. Il y a aussi qu'on peut contrôler les styles d'alerte. Je dirais pas que c'est sympa parce que ça reste quand même un indispensable, un incontournable. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Célestin. Pour moi, c'est un indispensable. C'est pas Ok. magique parce qu'il y a des. C'est un peu chiant, Parce que mais c'est c'est un dur à utiliser. Et puis on peut pas Ah, mais utiliser des c'est pas plages sur inné. des tableaux nommés. C'est C'est ça. toujours un peu embêtant. C'est pas inné. Par contre, c'est également dans la validation des données qu'on va pouvoir créer des listes déroulantes dans les cellules. Hmm. Donc ça, c'est vachement bien. Mais en fait, c'est parce que j'ai un regard sur le accès tableau de bord. De mon côté, les tableaux de bord que je crée, j'ai besoin de données standards. Demain, vous créez un diagramme sur la base de données avec des prénoms. Si vous avez, on va prendre des villes. Si demain, en fait, vous avez calé avec un C majuscule, calé avec un C minuscule, avec un espace à la fin, en fait, ça a beau être la même donnée que vous avez dans votre cellule, elle n'est pas standard. Et du coup, Excel le considère comme trois choses différentes. Et dans un graphique, c'est pas forcément ce qu'on veut ou dans une analyse parce que on veut le regrouper. Et en fait, on peut pas venir compenser tout ça. On est obligé d'avoir une donnée standard. Du coup, soit on passe par Power Query, soit directement on fait de la donnée d'entrée standard, donc validation des données. Moi, j'utilise beaucoup uniquement pour ça, pour mes tableaux de bord et parce que j'ai besoin de données standards et j'ai besoin de contrôler ce qui rentre. Typiquement, je peux pas faire rentrer de la donnée de texte alors que j'attends du nombre. Et ça, je l'ai déjà eu dans une prestation que j'ai réalisée. Il fallait qu'ils mettent des quantités dans une colonne et en fait, ils mettaient des commentaires parce que la colonne commentaire était juste à côté. Et en fait, j'avais des problèmes du coup. C'était tout simplement ça. Et j'ai mis de la validation de données et plus de problème. Donc, je le mettrais dans.
indispensable. Je suis Enfin, d'accord avec toi. Je l'avais déjà en- glissé dans indispensable parce que ça reste quand même un incontournable du logiciel. en fait, c'est plus un incontournable On Ouais, peut s'en passer, mais c'est un indispensable si on en a le besoin dans certains cas. c'est bien résumé, je trouve. Ouais, bien vu. On peut passer du coup sur référence absolue. Bon, référence absolue, c'est le mot savant pour parler des dollars, de figer justement une cellule dans une formule. Pour moi, Dans en le fait, dollar. avec l'arrivée des tableaux structurés, on l'utilise beaucoup moins. Avant, c'était vraiment un indispensable, mais le problème, c'est comme c'est casse-tête à utiliser. euh, Par exemple, on va pouvoir figer juste la colonne, juste la ligne. C'est surtout utile dans la mise en forme conditionnelle, quand on va appeler les références mixtes, mais la Ouais. référence absolue en elle-même, quand on fige la colonne et la ligne, honnêtement, c'est un petit peu dépassé. On peut l'utiliser, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas l'utiliser, on peut l'utiliser parfois, mais si on travaille sur des tableaux structurés, ça ne va pas forcément être le cas. C'est surtout utile quand on va avoir des tableaux de bord, des reporting vraiment bien définis, où que là, les références absolues vont encore apparaître. Donc moi, je le mettrais dans ces casse-têtes. Casse-tête également. En fait, je suis partagé. C'est tellement un indispensable et un casse-tête. Je vais expliquer mon point de vue. Ok, C'est un peu comme figer les volets. Figer les volets, c'est casse-tête à utiliser, mais c'est indispensable. On l'a même mis dans Magique. Mais en fait, ici, c'est pas non plus du niveau de Magique, mais en termes d'apprentissage, savoir où ok. placer des dollars, avant, après, on peut, sur des plages de cellules, on peut faire et d'un côté et pas de l'autre. Et quand on étire les formules, qu'est-ce que ça fait? C'est galère à apprendre. Je sais que avec toute la pédagogie qu'on peut avoir dans nos formations, c'est pas le plus évident pour quelqu'un qui débute à apprendre. Est-ce que Tu tu l'as très crois que bien c'est résumé. indispensable pour un débutant de connaître les références absolues? Pour moi, oui, de le voir une fois, mais est-ce que c'est indispensable de le maîtriser à 100%? Pour moi, oui, c'en est un parce que un débutant ne va pas tout de suite créer des tableaux structurés, créer des formules qui vont appeler les références des tableaux structurés. Et en fait, un débutant en fait, pour moi, il faut pas sauter d'étape dans un apprentissage. En fait, il faut connaître un processus de A à Z. Je suis plutôt partisan de dire apprends à te casser la tête à faire un somme.si avec des conditions pour venir faire la somme. Par exemple, tu as des habitants, enfin des ventes par produit. Tu prends tous tes produits de manière unique, tu fais ton somme.si pour venir faire tes calculs. Et ensuite, tu découvres le TCD. Et en fait, là, tu vois la réelle puissance d'un TCD parce que tout ce que tu faisais manuellement avant et que tu as appris, bah, en fait, tu sais comment c'est calculé grâce au TCD. Beaucoup ne prennent pas le temps de faire ça, mais en fait, selon moi, ça te permet de vraiment avoir ce regard-là. Et un Hmm. débutant, selon moi, va plutôt apprendre des formules, somme principe 1, NS, DNB, qui vont demander à appeler des plages de cellules. Et là, il faudra connaître les Je, dollars. je suis un petit peu Euh, plus nuancé parce que sur les bonnes pratiques, en tout cas, c'est quand même important de comprendre d'abord les tableaux structurés, etc. Et comme dans la pratique, on n'utilise pas forcément les dollars, je dirais c'est que ça là vient un petit peu le... plus loin, mais on peut voir une petite introduction au début. Mais En fait, ça dépend de ton utilisation et de la manière. Mais c'est pour ça que je suis partagé entre c'est indispensable, c'est casse-tête, c'est sympa, c'est pas magique, c'est pas ouais. vanille. Mais en fait, si aujourd'hui, dans mon utilisation d'Excel, les mises en forme conditionnelle avec formule, on est obligé d'appeler des fonctions et on est obligé d'appeler Ouais, des plages. Et là, c'est indispensable. ouais, ok. Mais c'est vraiment pas, enfin, comment dire, très rare les gens qui font En des fait, c'est formules. quand même important, là où je te rejoins, c'est quand même important de comprendre le logiciel Excel avec ses Ouais. références de cellules. En fait, le terme casse-tête nous embête un petit peu parce que les références absolues, c'est casse-tête, mais comme tu disais, aujourd'hui, honnêtement, on les utilise surtout Oui. dans les mises en forme conditionnelles, mais on utilise plutôt les références mixtes. Si on parle vraiment pur et dur de référence absolue, quand on met un dollar devant la colonne et devant la ligne, là, je dirais que c'est beaucoup moins utilisé. Par contre, les références mixtes, où on met un dollar devant la colonne ou devant la ligne, c'est beaucoup plus utilisé, surtout dans la mise en forme conditionnelle. Pour Ça, ça, c'est bon, casse-tête. personnellement, du coup, bon, avec ton argumentaire, je suis prêt à lâcher un petit peu du terrain et pourquoi pas le mettre dans sympa, mais j'hésite vraiment beaucoup Ah, c'est entre sympa casse-tête, et selon moi. casse-tête. Pour moi, c'est casse-tête. C'est Ça casse-tête reste aussi? Ok. casse-tête. Ça reste casse-tête dans tous les cas parce que je... On peut le mettre dans casse-tête et puis pour moi, c'est casse-tête. on se prend pas la tête avec les références absolues, surtout qu'on les utilise de moins en moins avec l'arrivée des tableaux Mais c'est structurés. ça, t'as raison. On est amené à ne plus, on est amené à ne plus les utiliser. Moi, je les utilise que pour mes mises en forme conditionnelles parce que, comme je le Ouais, disais tout à l'heure en début de vidéo, j'utilise quasiment plus de formules avec tous les outils qu'on a, quasiment plus de ouais. formules.
Non, ben, tu Allez, utilises les bonnes pratiques. casse-tête, c'est très bien. Ce serait bien que tous les utilisateurs fassent comme toi. Du coup. On peut, on peut enchaîner du coup sur une nouvelle fonctionnalité qui est intervenue parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui en avaient parlé justement et qui en avaient parlé comme quoi c'était un besoin pour eux, le focus sur la cellule, où en fait pour ceux qui connaissent pas cette fonctionnalité, elle est vraiment disponible dans la dernière version du logiciel. Quand vous Ah, cliquez trop sur une cool. cellule, c'est une option à activer pour que vous puissiez justement avoir toute la colonne en couleur, toute la ligne en couleur sur laquelle vous êtes, et le croisement de la ligne et de la colonne, ça va vous mettre en valeur la cellule sur laquelle vous êtes. Donc en fait, ça vous permet de vous repérer un peu mieux dans le tableur Excel. Moi, j'ai vraiment un avis très tranché sur la question. C'est pas du tout une fonctionnalité que j'utilise et que pour moi, c'est plus entre casse-tête et à bannir parce que ça surcharge et je ne comprends pas forcément les utilisateurs qui sont intéressés pour l'utiliser. Mais si le besoin s'est ressenti de plein d'utilisateurs, c'est que ça doit être utile pour pas mal d'utilisateurs. C'est pour ça que pour moi, je sais pas, j'hésite. Je la mettrais personnellement dans à bannir. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Je la mettrai pas là. En fait, je vais vous dire. Alors, là, comme tu l'as dit, on peut pas faire plus actuel. C'est arrivé il y a 1 ou 2 mois, je crois. Sachant qu'on est le 11 janvier 2025, c'est arrivé vraiment il y a 2 mois. On peut pas faire donc dernière fonction d'Excel. Et donc, un peu comme tout le monde, je me mets sur mon fichier et j'active le focus cellule. Je vais vous donner ma réaction, hein. Ah, c'est trop bien. Je cliquais partout, c'est génial. Et puis, je pense que montre en main, 2 minutes après, j'ai dit, c'est trop chiant. C'est chiant. Ça me suit partout, ça me bloque ma visibilité, c'est chiant. Alors, le seul fait de dire pour moi qu'on puisse le mettre dans sympa, en fait, je me projette parce que dans mon entreprise, si demain je fais une présentation d'un fichier Excel et que j'ai besoin de cibler des cases, de dire, bah là, le résultat d'ici, c'est comme un pointeur. Il faut le voir plus comme un pointeur. Et si on est en présentation d'un fichier Excel, pourquoi pas? Ça permet de cibler là où on est. Ça remplace, ça donne un complément à la souris parce que souvent on fait tourner autour de la cellule pour dire on est là. Donc je dirais sympa parce que dans certains cas, notamment des présentations, on peut On venir pourrait pas la montrer. mettre dans le casse-tête parce qu'au bout d'un moment, comme tu disais, c'est un peu relou de l'utiliser. En fait, on trouve ça très bien au début, mais au fur et à mesure qu'on va utiliser le logiciel, on ne l'utilise plus. Donc c'est pour ça que Ouais. c'est, enfin, moi, En fait, je la mettrais dans à bannir, mais je suis prêt encore une fois à lâcher un petit peu de terrain. Je suis conciliant aujourd'hui et pourquoi pas la mettre dans casse-tête. Je sais pas ce que tu en non, penses. en fait, casse-tête. Ouais, en fait, ça c'est casse-tête dans la mesure où t'en as pas besoin tout le temps, en fait. C'est oui, des fois tu veux montrer, des fois tu veux pas. Moi, je la dirais que c'est casse-tête. À bannir, à bannir, je dirais pas. Moi, bah, quelque part, je le bannis aussi, hein, je l'utilise Ah pas. oui, Mais, ok. ouais, non, mais en fait, je suis tellement. Il faudrait une autre catégorie à dire c'est bien pour ceux qui en ont besoin, mais, Ouais. mais en fait, c'est typiquement ça. C'est la réaction de dire 2 minutes après, mais putain, c'est chiant, alors que 2 minutes avant, j'ai dit c'est génial. Mais je l'utilise plus. Aujourd'hui, je l'ai jamais réactivé depuis, donc Tu l'as banni du allez, coup. allez, je la bannis. Banni des Yes, utilisateurs. yes. Ok, Je bah, lâche la cible. je la glisse dans à bannir. Bon, si vous êtes arrivé, en tout cas jusqu'ici, c'est très bien, mais de toute façon, on vous coupera justement, enfin, on vous mettra les moments de la vidéo pour que vous puissiez voir les fonctionnalités qui vous intéressent vraiment, parce que je pense que le débat, même si la vidéo est longue, le débat autour de chaque fonctionnalité peut vous intéresser en fonction de ce que vous connaissez ou de ce que vous connaissez pas. Tout ça pour finir avec la fonctionnalité phare, les tableaux croisés dynamiques. Je te laisse la main. Les TCD. Alors, tableau croisé dynamique, c'est bien l'acronyme, hein, TCD. Euh, Ok, parce que là, je réfléchis à où je vais le placer. C'est très. Alors, déjà, pour dire ce que c'est un TCD, est-ce qu'on n'a pas dit une fonction qui ressemblait. On avait parlé des segments tout à l'heure qui sont un peu liés. Quand vous allez insérer un tableau structuré, le TCD, il va vous permettre de faire quoi? Il va vous permettre en fait de croiser vos données, c'est pour ça qu'on appelle ça un tableau croisé dynamique, et de venir faire des calculs de manière assez optimisée. Par Euh, exemple, on parlait avant d'NB.si, NB.6, SUM.6, SUM.6. En gros, un TCD, ça permet de remplacer toutes ces fonctions de manière très simple et très rapide. Si par exemple vous avez une base de données avec toutes les villes et un budget, eh bien le TCD, il vous permet d'avoir la somme du budget par ville, le nombre d'habitants dans telle ou telle ville,
calcul, mais de manière très simple et très rapide. Il faut rappeler que les TCD, ils sont très accessibles, très souvent, c'est ce qu'on vous demande en entretien. Et c'est vraiment très facile à utiliser si vous êtes bien formé, bien accompagné. Je te Alors, relaisse la main, Célestin. tu mets le doigt sur quelque chose, ça dépend comment vous avez été formé sur les TCD. Ouais. Et effectivement, pourquoi c'est demandé? Tout simplement parce que c'est la grande mode de Excel. On a parlé de pas mal d'outils comme Power Query, Power Pivot. VBA, je dirais pas que c'est la mode parce que c'est plus élitiste, mais Power Query, Power Pivot, ça devrait être ces deux logiciels-là qui sont intégrés à Excel qui devraient être la grande mode. Aujourd'hui, la lumière n'est pas sur eux parce que quasiment pas beaucoup de monde les connaît. La lumière est sur les TCD. Et vraiment, tout le monde ne jure que par ça. Oui, c'est très bien. Mais, alors il y a un gros mais de mon côté, alors je l'utilise beaucoup, hein. Et le TCD va vous permettre d'analyser beaucoup plus vite. Et c'est notamment pour ça que je disais que j'ai plus forcément besoin de formules parce qu'elle remplace pas mal de formules. Branchez-vous Power Pivot. Je vous invite à vous brancher Power Pivot parce que les TCD et Power Pivot, en fait, les deux fonctionnent ensemble. On peut insérer des TCD grâce à Power Pivot, et en fait, là, vous allez vous dire que des TCD simples n'ont plus rien à voir. Vraiment, vous n'utiliserez plus jamais un TCD simple, mais un TCD via Power Pivot. En tout cas, on ne parle pas de Power Pivot parce que pas beaucoup de monde le connaissent. TCD, Mais après, tu gros soulèves un point outil, c'est important, cool. c'est que Power Pivot, on le voit assez, enfin, chez Morpheus, en tout cas, on le voit parce qu'on est spécialisé sur Excel, mais dans d'autres analyses de formation, c'est rare que les personnes forment tout ce qui est Power Query, Power Pivot. Disons que c'est les bonnes pratiques de demain qui sont pas forcément accessibles dès maintenant pour les débutants parce qu'il faut quand même une connaissance un petit peu du logiciel en amont, mais tu soulèves un point qui était intéressant. Mais du coup, dis-nous où est-ce que tu mettrais les tableaux croisés dynamiques? Le gros En blanc. fait, parce que je regarde chaque catégorie et en fait, chaque catégorie me donne des contre-arguments. Il faut faire un choix. Je mettrai ça dans. euh, je mettrai quand même que c'est un indispensable. Pourquoi? Alors, je mettrai que c'est un indispensable. Aujourd'hui, c'est à la mode. Il faut aussi vivre avec son temps et vivre avec les opportunités d'aujourd'hui. C'est peut-être pas le meilleur outil tout de suite maintenant. Alors, c'est très bien, mais il y a d'autres choses qui sont encore plus puissantes et qui sont complémentaires. Néanmoins, c'est la mode, c'est ce qui est demandé. Donc, si vous vous formez, formez-vous sur les TCD, c'est hyper important. C'est indispensable parce que ça vous permet de faire des analyses beaucoup plus rapidement et beaucoup plus poussées, et beaucoup plus simplement surtout. Et par contre, le seul point de pourquoi je ne le mets pas dans Magic, c'est que selon moi, il y a quelques manques, notamment sur l'actualisation des données. C'est bien un tableau Mhm. croisé dynamique, néanmoins, on a besoin d'actualiser manuellement si on n'utilise pas de VBA, bien sûr. Je dis qu'on n'a pas de VBA. Un TCD, on va devoir le faire cliquer manuellement sur données, l'onglet données, on a un petit bouton actualiser tout pour dire que nos graphiques et nos TCD se mettent à jour. Selon moi, c'est un point qui est un peu noir sur le TCD. Je trouve ça dommage parce que demain, tu fais un graphique qui tape des données qui sont dans un fichier, dans une feuille où tu as fait des calculs manuellement. Là, ils sont dynamiques, ta donnée change, ton graphique change tout de suite. Et je trouve ça hyper dommage que le TCD, ça ne soit pas la même chose. Ok. Je suis Donc, d'accord, à ce côté-là, je suis d'accord avec ça. Et puis si tu rajoutes aussi le fait que tu es obligé un petit peu, si tu vas aller un peu plus loin dans les tableaux croisés dynamiques, tu es obligé de mettre des données qui t'intéressent. Tu es d'abord obligé de penser ton tableau croisé dynamique pour construire ta base de données parce que c'est très dur derrière de rajouter des calculs si tu rajoutes pas des colonnes. On peut faire les champs calculés, on peut travailler avec Power Pivot, justement, mais bon, on va laisser de côté ici. C'est pour ça que c'est très bien les tableaux croisés dynamiques. En fait, c'est très bien quand on est débutant, qu'on ne sait pas analyser les données et qu'on fait un tableau croisé dynamique. Quand on commence à aller un petit peu plus loin, je trouve que c'est quand même sympa parce que si on utilise Power Query, on peut très facilement faire ensuite des tableaux croisés dynamiques. ouais. Pareil, c'est pour ça que il connaît ses limites, mais en fait, au vu de ce qu'on a mis avant, en tout cas dans A plus Magique, je les mettrais possiblement dans A plus Magique avec toutes les réserves qu'on a expliquées, que tu as bien expliqué toi de ton côté. J'en ai encore pas, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur les Mm. TCD. Je vais pas m'étaler ici, mais il y a plein de points noirs au TCD et il est génial en même temps. Alors, je le mettrais dans indispensable, mais si on se base sur quelqu'un qui apprend, qui veut faire de Ouais. l'analyse simplement, je le mettrais quand même dans Magique parce que finalement, un nouvel apprenant, c'est quelque chose qui va le Mm. booster sa productivité en très peu de temps. En très peu de temps Mm. de formation, il va pouvoir atteindre vraiment un niveau qui est très très bon grâce au TCD. Donc en Ouais. fait, je trouve que du coup, je le mettrais dans Magique pour cet argument-là
en fermant un peu les yeux sur tous les aspects négatifs du Et TCD. puis, et Et puis, si on explique le parcours de formation, il va découvrir les tableaux croisés dynamiques, comme quoi c'est magique, etc. Et plus il va avancer, plus il va rencontrer des problèmes, et plus il va se dire, ah ben, il y a peut-être un autre outil qui pourrait, enfin, il va se rendre compte en tout cas que les tableaux croisés dynamiques ne sont pas si beaux que ça si on va un peu plus loin dans l'analyse des données. Mais ouais. comme tu le disais, pour faire simple, efficace, ça reste quand même une fonctionnalité magique et incontournable du logiciel. C'est pour ça que c'est dommage que, bon, je la mettrais entre indispensable, magique, avec toutes Ah, les réserves que tu as spécifiées, même si on n'a bien sûr pas spécifié tout ça, et enfin toutes les réserves possibles, mais pour pas que la de mon vidéo côté, dure, je vais vraiment vous donner un dernier point de vue qui va dire oui, Nicolas, on le laisse dans Magic. C'est que si on couple les TCD à la VBA, enfin, de mon côté, hein, j'ai la VBA qui me permet d'actualiser à l'ouverture de mon fichier les TCD. J'ai mon Power Query qui permet d'actualiser également mes données. Et finalement, bah, si mes données sont actualisées dans mes tableaux, mes TCD sont à jour également. Soit à l'ouverture de mon fichier grâce à la VBA, soit via un bouton grâce à la VBA. Et j'ai derrière mon Power Pivot qui me permet de régler tous mes problèmes de segments. Je vais pouvoir connecter Hmm, des bases qui sont différentes avec un même segment et je vais pouvoir avoir des TCD qui sont toujours à jour. Donc, quand on couple vraiment, quand on fait un assemblage de toutes les fonctionnalités d'Excel qui sont très peu connues, en fait, on atteint, c'est en ça. fait, ça crée une synergie qui est énorme. Et donc, je laisse dans Magic parce que l'utilisation que j'en ai aujourd'hui et pourquoi je les utilise encore, bah, c'est grâce à Power Pivot, VBA et Query. Mais ça, c'est ce que tu découvres, disons, dans l'apprentissage après. En tout cas, très souvent en C'est après. formation, C'est après. parler pour faire l'exemple, très souvent en formation, vous avez le niveau débutant plus intermédiaire où vous ne connaissez pas recherche X, vous savez, vous avez des difficultés à utiliser recherche V, les tableaux croisés dynamiques, vous avez aussi des difficultés. C'est très souvent le profil là qu'on a en formation. C'est pour ça que dire que les tableaux croisés dynamiques ce serait magique, c'est logique parce que en fait, ils vont les utiliser. En fait, ils vont faire un cours de 1 à 2 heures avec le formateur et ils Ouais. vont redécouvrir les TCD, ils vont pouvoir les implémenter tout de suite. Alors que quand tu parlais de Power Pivot, Power Query, etc., ça nécessitera quand même un petit peu plus de temps Il d'apprentissage. faut maîtriser les TCD de fond en comble avant de passer sur ces Ouais. outils-là. Ok, bah on Surtout est que les plutôt d'accord. langages différents, etc. Donc, chacun a son rythme. Il faut pas, selon moi, c'est comme tout à l'heure. Il faut connaître les bases pour ensuite évoluer. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il faut se presser. Il faut des résultats qui soient bons et mettre en place des fichiers qui soient bons et maintenables surtout. Donc, chacun a son rythme. Apprenez les TCD. C'est quelque chose de magique pour des nouvelles apprenants. Vous allez monter en compétences en niveau dans Excel. Vous allez vouloir aller encore plus loin. Et bah, grâce et à notre chaîne YouTube, on vous fait des petites formations gratuites sur Query, etc. Apprenez également à utiliser d'autres outils complémentaires. Voyez la puissance et la synergie que vous pouvez créer. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre en place et vous amuser et C'est à ça. vraiment booster vos rapports, hein. Franchement, C'est ça. Bah, je pense qu'on arrive au bout. Je pense que la tier list est c'est plutôt plutôt, équilibré, ouais, hein. plutôt équilibrée. Je suis plutôt content du résultat. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous êtes surtout pas d'accord avec certaines fonctionnalités. Ça permettra de faire des échanges et puis de nourrir, disons, tous les arguments qu'on a pu dire dans cette vidéo. De notre côté, alors de votre côté, je tiens à vous spécifier quand même que si vous souhaitez vous former, il n'y a rien de mieux qu'une formation individuelle à distance, parce que ça vous permet de lisser l'acquisition des compétences. C'est ce qu'on fait avec Morpheus et il y a toutes les informations dans la discussion. D'ailleurs, Célestien et moi, on est bien des formateurs Excel de Morpheus. On forme très souvent en individuel et c'est intéressant parce qu'on voit des cas pratiques très variés ou bien on forme des personnes qui souhaitent découvrir un peu plus en détail le logiciel, dont les tableaux croisés dynamiques par Et exemple. c'est là le plus intéressant, c'est que on a aussi beaucoup de professionnels et du coup, il y a des cas concrets d'entreprise et on s'adapte à déjà à votre niveau et à vos cas personnels. J'ai pour habitude de beaucoup travailler avec les cas, les fichiers directement des gens. S'il y a des données confidentielles, bon, la personne les tronque et les cache ou les met des fausses données. Mais on travaille sur les mêmes bases, les mêmes structures et du coup, on va cibler également les compétences qu'on vous apporte pour vraiment que vous soyez le plus rapidement opérationnel dans votre métier. C'est ça. Et si, surtout plus largement concernant cette vidéo, cette vidéo sur la tier list vous a plu et que vous voulez un deuxième volet, par exemple sur d'autres fonctionnalités, d'autres fonctions, des concepts que vous voulez qu'on aborde, encore une fois, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Et puis, ben, écoute, ben, on peut quitter tous ceux qui nous regardaient maintenant. Célestin, merci d'avoir été présent, merci pour ton temps, Merci à en toi. tout cas. Et puis, bah, je vous dis à tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! À bientôt, salut!